Grand angle consacré ce soir aux nouveaux prolétaires en France. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Ont-ils une conscience de classe? Un potentiel d'organisation, de résistance? On en parle avec Sarah Abdelnour. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Les Nouveaux Prolétaires. C'est aux éditions Textuelles. Alors, vous êtes parti d'un constat, et c'est vrai, ce mot sent un peu la naphtaline. Prolétaire, on ne l'entend plus beaucoup, on ne l'utilise guère plus aujourd'hui. Ça, c'est votre constat de départ. Oui, c'est vrai qu'il s'agissait un peu de redonner une actualité à un terme un peu oublié, qui pourtant a une forte actualité, puisque si on suit les propositions d'analyse de Marx et Engels, un prolétaire est celui qui a besoin de travailler pour vivre. Donc nous sommes toujours dans des sociétés de travail dans lesquelles une grande partie des travailleurs sont exclus de l'accès au patrimoine et ont besoin de travailler pour vivre. Donc finalement, un terme qui garde son actualité, pour d'autres raisons, j'imagine qu'on va développer aussi. Exactement. Le prolétariat, vous l'avez dit, selon Marx et Engels, c'est la classe des ouvriers salariés modernes qui, privés de leurs propres moyens de production, sont obligés pour subsister de vendre leur force de travail. Un prolétaire, un travailleur, il vend sa force de travail. Et vous mettez à mal dans votre ouvrage l'idée selon laquelle la classe ouvrière aurait disparu. Existe-t-elle donc encore aujourd'hui en France? Alors, d'une part, la classe ouvrière, effectivement, a beaucoup moins disparu qu'une partie des représentations courantes le laissent entendre. C'est-à-dire que c'est un test que beaucoup d'enseignants font avec leurs élèves ou leurs étudiants à la fac. On leur demande, à votre avis, combien il reste d'ouvriers aujourd'hui en France? Et on a très souvent des sous-estimations assez nettes, puisqu'aujourd'hui, un tiers des hommes qui sont en emploi, donc c'est-à-dire qui exercent une activité, sont ouvriers. Donc déjà, la classe ouvrière, dans une certaine mesure, existe encore. Elle a reculé depuis les années 70, mais beaucoup moins fortement qu'on ne le pense et beaucoup moins fortement que sa représentation dans l'espace public, par exemple, puisque dans le même temps, les enfants d'ouvriers sont passés de 18% à l'Assemblée nationale à 2%. Donc ils ont disparu beaucoup plus facilement et rapidement de l'espace public et médiatique qu'ils n'ont véritablement disparu dans l'univers de production et dans le monde du travail. Mais pourquoi on pense qu'ils ont disparu de l'univers du travail? Parce qu'ils sont relégués, ils ne sont pas dans les centres urbains, les grands centres urbains? Alors, la ségrégation spatiale, enfin le fait qu'ils puissent être exclus des espaces de pouvoir et de représentation est une des données. La difficulté d'accès vraiment aux métiers politiques est une grande variable aussi à prendre en compte pour comprendre leur invisibilisation. Et puis sans doute aussi des efforts d'une partie de la classe politique pour les invisibiliser. C'est-à-dire tout ce vocabulaire contre lequel aussi j'essaye de proposer autre chose, c'est-à-dire ce vocabulaire de collaborateurs, d'équipiers, enfin tout ce qui rend invisible les écarts de position. C'est ça, l'idée qu'on serait tous indépendants, qu'on collaborerait tous pour le bien qui serait une sorte de bien commun, alors qu'en fait c'est un bien qui est accaparé par une partie du monde du travail, à savoir les propriétaires des moyens de production. Donc Marx est toujours un peu là. On va revenir sur ce vocabulaire et des nouveaux habits justement du prolétariat. Tout à l'heure, on a donné Marx et Engels, définition plutôt, on va dire, historique, sociologique. Mais concrètement, c'est quoi un prolétaire? Qu'est-ce qui caractérise sa vie au travail, sa vie au quotidien? Alors, sans doute que l'incertitude est une dimension majeure de ce qui caractérise aujourd'hui le prolétariat, c'est-à-dire l'incertitude des revenus, l'incertitude dans le statut. Avoir peur de manquer, avoir peur en cas d'accident du travail, avoir peur en cas de maladie, avoir peur de perdre son emploi. Toute cette inquiétude autour du travail est une variable majeure, notamment puisque auparavant, seuls les gens qui avaient du patrimoine avaient une sorte de filet de sécurité. Puis au fil du XXe siècle, c'est le salariat qui a donné des formes de sécurité, avec précisément l'indemnisation par rapport au chômage, la retraite, etc. Et à partir du moment où ces droits sont grignotés, ce qui est quand même le cas depuis les années 80, on a tendance à revenir sur une partie de ces acquis sociaux, eh bien, on réexpose toute une partie des travailleurs à des incertitudes et des fragilités dont ils étaient quand même en partie protégés pendant quelques décennies, qui étaient plus favorables en termes de rapport de pouvoir entre les ouvriers et les patrons. Donc il y a un rapport de dominant à dominé. Vous avez évoqué les salaires, qu'en est-il? De l'évolution des salaires? En tous les cas, ce qui caractérise aujourd'hui le prolétaire d'un point de vue salarial, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de contrat à durée indéterminée qu'il est prolétaire? Est-ce que c'est parce qu'il gagne peu? Le salariat, c'est une grande fresque, enfin, c'est une grande histoire que Robert Castel a magnifiquement déployée dans son ouvrage sur les métamorphoses de la question sociale. Ça a connu quand même une histoire assez intrigante, puisqu'au XIXe siècle, être salarié, c'est quand même être tout en bas de l'échelle sociale, c'est être celui qui vend sa force de travail tous les jours en place de grève. Et puis c'est devenu quand même autre chose au fil du temps, c'est devenu le socle d'un ensemble de droits et de protections.
Aujourd'hui, ce qui caractérise l'évolution du salariat, c'est quand même précisément son effritement, sa dégradation, c'est-à-dire que le CDI se transforme de plus en plus souvent en CDD. 9 embauches sur 10 se font aujourd'hui en CDD. Ça, c'est un des chiffres impressionnants dans votre livre. 90%, 9 embauches sur 10 se font donc en contrat à durée déterminée. Tout à fait. C'est des chiffres qui sont confirmés par l'INSEE, par la DARES, qui est le service de statistique du ministère du Travail. Et ça peut être une semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Exactement, ça peut se renouveler et malgré des dispositions qui sont censées permettre de pérenniser les gens dans l'emploi à partir d'un certain nombre de CDD, il suffit parfois de faire une pause ou bien de faire un deuxième contrat de 2 ans au lieu de 3 ans dans la fonction publique pour ne pas avoir à les titulariser. Donc il y a toute cette fragilité effectivement par la sortie du CDI. Et puis il y a un deuxième niveau un petit peu de précarisation par rapport au salariat qui est carrément de sortir les gens du salariat, d'éviter toutes ces protections et tous ces droits qui sont associés au salariat. Et c'est en partie ceux-là auxquels je me suis particulièrement intéressée, à savoir ces nouveaux indépendants, c'est-à-dire... Justement, on voit l'image de cet homme qui pédale par exemple. Là, visiblement, il fait beau. Hier, il y avait des orages, donc par temps de pluie, sous la neige, la pluie, les vendeurs donc, de repas à domicile sont de nouveaux prolétaires selon vous et en quoi le sont-ils? Je pense que oui, c'est des figures qui sont intéressantes aujourd'hui, en plus qui forcent pour un sociologue un petit peu re-questionner ces catégories, parce que pour le coup, ils ne sont pas salariés, alors que jusque-là, la condition de prolétaire était quand même vraiment chevillée au salariat fragile du 19e. Et puis aujourd'hui, finalement, on retrouve une ancienne figure du 19e, qui est précisément celui qui va vendre sa force de travail à un intermédiaire, qui était avant le tâcheron, ça a été interdit, mais voilà, qui exerce en indépendant, qui exerce de manière isolée et très peu protégée. Et précisément, la législation au 19e a visé à les réintégrer dans un droit du travail qui était en train de se constituer. Et là, on a retrouvé une nouvelle faille avec une figure qui est assez valorisée, du travailleur indépendant, du freelance, tout ce vocabulaire qui est assez flou en termes juridiques. Un juriste serait sans doute tout à fait gêné par ces dénominations. Et donc, on les sort du salariat. Ça fait du travail qui est payés à la tâche. Avant, ils étaient payés à l'heure, ces livreurs de repas. Maintenant, ils sont payés à la course. Donc ça crée une incertitude et une fluctuation des revenus très forte. Et puis la protection sociale qui est amputée quand on est auto-entrepreneur. On n'a pas de chômage. Or, ce sont des emplois, des formes de travail qui sont très fragiles, qu'on fait en complément d'études ou de chômage, et d'un chômage précédent, acquis précédemment. Mais donc, à la fin, on se retrouve sans rien. Les auto-entrepreneurs ne sont pas protégés pendant toute la première année de leur activité en cas d'accident du travail. Ils n'ont pas d'indemnité journalière. Enfin voilà, toutes ces fragilités et effectivement des conditions de travail qui sont très difficiles. On les voit puisque les gens commandent d'autant plus de repas quand il fait moche et qu'ils n'ont pas envie de sortir de chez eux. Et donc, ce sont des travailleurs qui sont aussi très exposés à des risques au travail très forts. On entend parler d'ubérisation de la société. Emmanuel Macron reçoit lors de ce salon numérique aujourd'hui à Paris, notamment le patron d'Uber. Ça, c'est l'exemple aussi caricatural, selon vous, de ce nouveau prolétariat. Un chauffeur Uber, un VTC, voiture avec chauffeur privé, c'est un prolétaire? Je pense qu'à pas mal d'égards, on peut, malgré effectivement l'apparence de luxe de ces grosses berlines, on peut les penser comme étant des prolétaires au sens où ils sont... en gros, ce qui est assez fascinant avec Uber, c'est que c'est une entreprise qui est capable de faire des levées de fonds sur les marchés financiers tout à fait extraordinaires, qui a une image d'une entreprise innovante, etc., mais qui ne possède aucun véhicule. Aucun véhicule, oui. Tout le risque est reporté sur les travailleurs. C'est en ça, je pense, qu'ils peuvent rentrer dans cette définition des prolétaires, puisque finalement, ils ont beau posséder à un instant T cette voiture de luxe, ils sont souvent endettés pour l'acheter. Et ils sont complètement soumis, en fait, ce sont quand même en grande partie des faux indépendants. Et d'ailleurs, beaucoup de pays, dans beaucoup de pays, des décisions juridiques ont été prises pour les requalifier comme salariés, puisqu'ils n'ont aucune prise sur les tarifs. Ils sont complètement soumis aux fluctuations des prix de l'application. Ils exercent en auto-entrepreneur en France. Aux États-Unis, ils n'ont quasiment pas de statut pour exercer. Et donc, ils n'ont ni revenus stables, ni statut, et qu'ils sont très souvent en
endettés. Donc on en retrouve un certain nombre avec les collègues avec qui on travaille dessus dans des situations très précaires. Les nouveaux prolétaires sont-ils conscients de leurs conditions? Ont-ils une conscience de classe, selon vous? Alors, ça ne va pas être que selon moi. Les derniers sondages, qu'il faut toujours manier avec précaution, mais les derniers sondages parlent d'environ 65% des Français qui estiment qu'ils appartiennent à une classe sociale et qu'il y a une lutte des classes. Donc ça, je pense que c'est quand même un indicateur assez intéressant, notamment puisque, même si on peut questionner la manière dont les questions sont posées, on peut le comparer. La question a été posée. Et en fait, les chiffres sont assez stables depuis les années 60. Donc, on n'a pas complètement une perte de repères par rapport aux inégalités sociales. Une large partie des Français, des travailleurs, des chômeurs et autres, sont tout à fait conscients de l'augmentation des inégalités, des rapports de force qui se jouent, parce qu'ils les expérimentent quand même souvent au quotidien. Et de fait, les inégalités sociales augmentent très fortement depuis les années 80. C'est le cas dans l'ensemble de l'Europe, c'est le cas aux États-Unis encore plus fortement, et c'est le cas encore beaucoup plus nettement dans les pays en développement, dont on pense, une partie des théories économiques disent que le commerce international, l'ouverture est censé réduire les inégalités, mais si on regarde la situation de la Chine, qui est un peu l'emblème de cette ouverture, on voit que les inégalités ont encore largement augmenté, donc il ne faut pas oublier aussi cette échelle internationale pour penser les prolétaires. Pourquoi est-ce que les précaires ne manifestent pas? On a le sentiment qu'on ne les voit pas beaucoup dans la rue. Alors ça, je pense que c'est quand même aussi en partie un biais. Alors, il y a deux choses. Effectivement, c'est plus compliqué quand on est dans une situation fragile Stable. au travail d'appartenir à des collectifs. C'est-à-dire que, par exemple, le taux de syndicalisation, qui a baissé depuis les années 60-70, qui est environ à 8% aujourd'hui, il s'explique quand même en large partie par cette précarisation des statuts d'emploi. Pourquoi? Puisque donc, si on a 8% en moyenne, on n'a que 2% pour les CDD et les intérims. Ce qui veut bien dire que la fragilité de l'emploi rend plus difficile l'adhésion à des collectifs, parce qu'on ne reste pas assez longtemps pour s'intégrer dans un collectif, puisqu'on a peur de la répression, de ne pas être renouvelé. Quel est le profil pour finir? Vous avez cité les étudiants tout à l'heure, vous parlez aussi dans votre livre des femmes, des immigrés notamment. Ce sont eux qui sont le plus sujets à ces emplois précaires? Alors oui, effectivement, c'est des cas de figure qu'il faut absolument penser aujourd'hui, parce que parfois Marx a été beaucoup repris dans une logique plutôt de s'intéresser aux ouvriers qui sont plutôt des hommes, plutôt blancs, etc. Et qu'une partie de l'héritage marxiste a peut-être parfois un peu trop oublié les femmes, les immigrés qui sont quand même les plus en difficulté sur le marché du travail. Votre invitée précédente d'ailleurs avait parlé de cet écart de 25% des salaires entre les hommes et les femmes. Il faut continuer à en parler. Merci beaucoup Sarah Abdelnour. Les Nouveaux Prolétaires, édition textuelle, un livre à lire absolument donc pour mieux comprendre l'évolution de la société française.